Nous nous retrouvons pour une table ronde qui n'est pas technique. Le sujet est grand public. D'ailleurs, vous nous regardez tous à distance derrière votre écran. J'espère que vous n'avez pas eu besoin de votre responsable des systèmes d'information pour vous connecter. Eh bien, de la même façon, nous allons parler cyber et c'est un sujet qui vous concerne directement. Donc, table ronde, le cyber ou la prochaine pandémie. Pour évoquer ce sujet, à mes côtés, Nicolas Arpagian. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable de la stratégie des affaires publiques du groupe Orange Cyberdéfense. Philippe Cotel. Bonjour. Bonjour. Risk manager de Airbus Defence and Space, administrateur de la MRAE. Christophe Delcamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint des assurances de biens et de responsabilité à la FFA, la Fédération française des assurances. Mylène Jarozet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notamment présidente du CESIN, le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Alors, Philippe, peut-être, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous définir le risque cyber ? C'est un mot qu'on a beaucoup entendu depuis hier matin, mais concrètement, qu'est-ce que nous devons tous redouter ? Alors, d'abord, le risque cyber, c'est pas nouveau. Je vous rappelle les films des années 80, Wargames et autres, sur le risque cyber. En fait, ce qui a changé, c'est notre monde, c'est notre technologie, c'est nos utilisations, c'est nos usages. Je vais pas faire le vieux con, mais je regardais mes résultats d'examen sur Minitel. J'ai eu mon premier portable, j'avais 30 ans. Quand je dis ça à des étudiants, ils pensent que je suis pré-jurassique. Et le risque cyber, il y a une définition classique, technique, qui est l'atteinte d'un système d'information qui porte un impact sur l'accessibilité, la confidentialité, l'intégrité des données, etc. Mais moi, après avoir beaucoup réfléchi sur ce sujet-là, effectivement, ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet d'entreprise, c'est un risque comme les autres. Je préfère l'évoquer comme étant l'exploitation d'une vulnérabilité par une menace et qui a un impact sur la conduite des affaires. Et c'est ce qu'on trouve dans la plupart des risques. Concrètement, c'est le risque que j'ai plus accès à mes ordinateurs. Absolument. Notamment. Ça vous va tous comme première définition. Alors, point suivant, en termes de menaces, la menace est croissante parce qu'on est plus adapté, mais à quel état de la menace est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, l'état de la menace, elle est, en fait, cette menace, elle est diverse au regard de nos usages numériques. C'est-à-dire qu'effectivement, on va fragiliser potentiellement notre patrimoine informatisé ou numérisé. L'information, si je n'y ai pas accès, exactement ce qui a été présenté par Philippe, c'est-à-dire de dire, je ne peux pas le consulter au moment où j'en ai besoin. Ensuite, je vais avoir un doute sur le fait que est-ce que quelqu'un a modifié cette information ? Et ensuite, est-ce que quelqu'un peut intercepter, exploiter à son profit cette information ? Et on va s'apercevoir que dans nos vies personnelles, nos données de santé, nos mails, notre correspondance, également ce qu'on fait sur un certain nombre de réseaux sociaux, est-ce qu'on on va ainsi produire et créer de l'information qui va pouvoir être exploitée par quelqu'un qui va ainsi connaître nos centres d'intérêt, connaître les sujets qui nous font, qui justement nous préoccupent et dont vont faire que si on nous écrit des messages, des emails qui correspondent à ces centres d'intérêt, on sera amené à cliquer sur un lien, télécharger une pièce jointe et donc au final contribuer à l'infection de ses propres systèmes. Ça, c'est la première dimension du quotidien. Pour ça que on va être dans un univers qui va concerner à la fois les toutes petites entreprises qui vont avoir une connexion Internet, qui vont avoir même éventuellement un site Internet. C'est pas forcément des équipements très complexes, mais elle va être dépendante, cette petite entreprise, de la continuité de service, de la disponibilité. Et ensuite, on va avoir des industriels qui, de plus en plus, vont numériser des outils de production pour gagner en compétitivité, en productivité. Et effectivement, ils vont d'abord choisir prioritairement des technologies pour ce qu'elles font réellement, c'est-à-dire accélérer un processus, un automate qui va surveiller un équipement. Bon, la question, c'est que s'ils ne se préoccupent pas également de préserver l'accès à cet équipement, il risque d'être vulnérable et donc effectivement soit de subir une attaque, j'allais dire indifférenciée. Le pirate n'a rien contre l'entreprise, précisément celle-ci, mais il connaît la vulnérabilité qui fragilise ce logiciel qui est présent
dans cette entreprise-ci, dans cette collectivité-là, dans cette PME-ci ou dans ce grand groupe. Et donc, c'est la vulnérabilité de votre équipement qui va vous désigner comme cible, même si au final, le pirate, l'attaquant, ignore tout, n'a rien contre vous personnellement. Et ensuite, on va avoir des attaques ciblées qui, au contraire, vont être conduites par des gens qui auront délibérément choisi, ça peut être un ancien collaborateur, ça peut être un fournisseur éconduit, ça peut être pour des questions idéologiques, politiques, vous êtes dans une zone particulièrement affectée par des tensions politiques, ou au contraire, vous êtes dans un secteur d'activité qui est sujet à polémique ou à discussion, et des gens vont se dire, bon, il faut que je me renseigne sur l'équipement de cette entreprise. Comment fait-il ? Ils regardent les communiqués de presse des éditeurs qui sont très contents d'avoir remporté le client un tel ou la société Y, ou ils regardent même sur les réseaux sociaux ce que votre responsable informatique est fier d'afficher comme étant son expertise, comme étant sa réussite d'avoir déployé telle et telle technologie dans l'entreprise, et on a ainsi une cartographie, et là, le pirate va essayer de trouver le moyen d'y accéder. Est-ce qu'on a des chiffres ? Ça fait quand même 5 ans qu'on entend vraiment plus parler de ce risque. Est-ce qu'on a des chiffres sur la progression de ces différentes attaques sur les 5 dernières années ? Alors, si vous cherchez des chiffres, vous en trouverez. La difficulté, la fragilité de ces chiffres, c'est que pour être très sincère, ils émanent beaucoup de vendeurs de solutions. C'est-à-dire que c'est comme si on vous demandait quels sont les chiffres des cambriolages en France et que vous demandiez aux vendeurs de portes blindées de vous faire. Il vous dira, attendez, il passe toujours par la porte ou par la fenêtre. C'est toujours par la porte ou par la fenêtre. Là, donc, notre système juridique est un peu plus à sa particularité que nous n'avons pas systématisé le dépôt de plainte, ce qui est plus le cas aux États-Unis, ce qui fait que le FBI publie chaque année des statistiques assez détaillées et assez conséquentes. Alors évidemment, c'est l'échelle des États-Unis, c'est l'équivalent du continent européen, si on devait faire en nombre de population. La France, qui a un observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui d'habitude fait les violences aux personnes, les atteintes et justement tout ce qui va être la délinquance et la criminalité. Alors, il y a un indice sur ce qu'on appelle les atteintes au stade, au système de traitement automatisé de données. Très sincèrement, on est quelques unités, c'est absolument pas représentatif. C'est la raison pour laquelle on travaille au sein d'une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr, on encourage la visite des TPE, des PME, des ETI en cas de cyberattaque. Et il s'avère que quand elles viennent expliquer le problème auquel elles sont confrontées, j'ai reçu un logiciel de chiffrement, mon écran est tout noir, mon site internet a été piraté. En fait, elles vont documenter leurs problèmes de manière à chercher une assistance. Et il s'avère que l'accumulation de ces déclarations va nous permettre, ça va faire quelques mois qu'on est en train de compiler ces données, d'arriver à une photographie qui sera imparfaite, pour 2 raisons. Celles et ceux qui ne se manifestent pas ne vont pas porter plainte ou ne vont pas voir leur assureur. Celles et ceux qui ignorent les attaques, l'intrus est venu dans le système, il n'a rien perturbé, ou en tout cas il n'y avait pas de système de détection. La cible ignore son statut de victime. Ça, c'est forcément un chiffre gris de la cyberdélinquance et de la cybercriminalité. Donc on a de toute façon un tableau imparfait de la situation. Mylène, par le Césin, qu'est-ce qui vous remonte comme type d'attaque ? Alors, on est sur des grosses entreprises, peut-être que ça vaut la peine de situer parce que justement, ce n'est pas le même public, on va dire, que cybermalveillance.gouv.fr. Mais qu'est-ce que vous avez constaté sur ces dernières années ? Quel type d'attaque et quelle fréquence, même si ce n'est peut-être pas statistique, mais... Alors, effectivement, le Césin, tous les ans, publie un baromètre qui nous permet de mesurer la tendance. La tendance, elle est très croissante. En tout cas, en 2020, ce qu'on a observé, c'est une espèce de réaction extrêmement vive chaque fois que l'un d'entre nous ou quelqu'un sur la place était atteint, parce que finalement, comme on est tous un peu cousins, un peu interconnectés avec nos fournisseurs qui sont attaqués ou avec un produit qui est infecté, etc., chaque fois qu'il arrive quelque chose, on est tous sur le qui-vive en train de regarder est-ce que je le connais, est-ce que je le côtoie, est-ce que je risque quelque chose par un dommage collatéral. Donc, si j'en juge par le niveau de vigilance et d'excitation de nos membres, oui, il y a une grande augmentation, avec en plus tout ce qui a été exploité pendant le contexte sanitaire, puisque finalement les attaquants ont beaucoup surfé sur la vague sanitaire, au moins pour le phishing dont tu parlais tout à l'heure. Il y avait au début du premier confinement, tout le monde était un peu en stress en étant à la maison, et c'était très facile de surfer sur la peur pour introduire des mails de phishing. Alors, juste si on définit mail de phishing... Un mail de phishing, c'est un mail piégé qui incite les gens à cliquer sur un lien, à ouvrir une pièce jointe qui va installer un logiciel malveillant sur l'ordinateur et ensuite faire tous les dégâts qu'on connaît dans l'entreprise. Le problème, c'est que quand on a 50, 200, 1000 salariés, il suffit qu'il y en ait un qui clique et puis l'entreprise peut être fortement endommagée. Donc finalement, il y a eu un contexte effectivement où les attaquants ont profité de l'ambiance, on va dire, un peu chaotique, le temps que se mette en place le télétravail, le temps qu'on prenne nos marques.
au niveau de l'ordinateur. Donc, un certain nombre de gens étaient quand même assez vulnérables, assez en perte de vigilance et ont pu être plus facilement victimes de phishing, oui. Alors, le phishing, on dit souvent que c'est une première étape avant une attaque plus importante, notamment sous forme de rançongiciel. C'est un mot qu'on n'a pas encore entendu, mais une définition. Alors, sans parler de définition, simplement pour revenir à votre question initiale, pour nous assureurs, la traduction de la menace, c'est un indicateur qui est la sinistralité ou le rapport S sur P. Et très factuellement, nous on constate, et les chiffres que l'on a assez précis proviennent des États-Unis, qui ont aussi une longueur d'avance, puisque l'équivalent de la CPR, notre organisme de régulation, demande aux assureurs de publier leurs données depuis 4 ans. Et en 2019, en tout cas on n'a pas encore les chiffres 2020, il y a eu une vraie inflexion, puisque le S sur C a progressé de 15 points, ce qui ne s'était encore jamais vu sur les 4 dernières années. Donc très clairement, oui, il y a une augmentation de la menace qui se traduit dans nos comptes. Le deuxième point que l'on peut voir... Juste sur la menace, si on essaie de comparer le marché américain et le marché français, je pense que c'est important de voir aussi que les Américains sont quand même beaucoup plus couverts sur ce risque-là, ou maintenant c'est moins vrai? Proportionnellement, oui, on a essayé de faire un indicateur qui est l'encaissement cyber vis-à-vis de l'encaissement global. On est à un rapport de 1 à 5 entre les États-Unis et la France. Les Américains sont 5 fois mieux protégés. En proportion. D'accord. En proportion. Et donc, eux, on a cette analyse, on ne l'a pas encore malheureusement en France. Par contre, 2 autres montées aussi, une un peu plus subjective, qui est la remontée des assureurs durant cette année 2020. Et je rejoins les propos qui ont été dits, l'exploitation du télétravail, où on voit certains assureurs me disent maintenant il y a une déclaration par semaine, alors qu'il y en avait une par mois avant, et beaucoup plus. Et le dernier point, c'est une étude qui est sortie il y a 2 jours. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les études qui sont faites par des vendeurs de prestations, mais il y a une société qui s'appelle Chain Analysis, qui est aux États-Unis, qui est un peu un référent en matière de blockchain et qui livre ses données à une cinquantaine de pays, à une cinquantaine de gouvernements, et qui a publié il y a 3 jours, qui analyse ces données sur la consolidation des transactions des adresses de blockchain vers lesquelles on va payer la rançon. Et elle a publié son analyse de 2020, plus 311% d'attaques en montant. On est passé de moins de 100 millions de dollars à plus de 350 millions de paiements de rançon. Donc alors, clairement, ça se concrétise. C'est clair, mais je voudrais qu'on revienne 2 crans en arrière peut-être. Donc on a parlé d'augmentation du phishing, du volume général. Sur l'augmentation des rançongiciels, donc du ransomware, je pense qu'avant qu'on parle paiement en bitcoin de la rançon, c'est peut-être bien de dire ça, on en voit de plus en plus. C'est traité par qui? Parce que en fait, c'est un processus qui peut être totalement automatisé pour le pirate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez louer des logiciels malveillants de chiffrement, donc ce rançongiciel, ce ransomware. En fait, il faut juste après récupérer une base d'email. Vous allez placer dans les messages que vous allez adresser le code malveillant, exactement, à partir justement d'un message qui va endosser en général l'identité, la raison sociale d'une structure qui va toucher une population. Là, par exemple, vous avez une grande campagne actuellement utilisant les identités d'Amazon qui circulent. Vous avez également le Trésor public, ça peut être une compagnie d'assurance, ça peut être... En fait, les messages se sont personnalisés. Ce que nous a appris la crise sanitaire, l'année qui vient de s'écouler, il n'y a pas eu d'innovation technologique sur les modes opératoires. Le rançongiciel est un mode documenté. Par contre, les pirates font comme d'habitude un vrai effort d'adaptation, de personnalisation du message, de manière à ce que le taux de transformation, le message est reçu, combien de personnes vont cliquer, soit optimisé entre guillemets. Ce message est reçu, je clique dessus et là, ça va basculer. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. On parle de ransomware. Donc, le message est reçu, un poste est infecté. Ce que va tenter de faire l'attaque, c'est déjà de se déplacer là où il y a le cœur du système. Parce que finalement, ce n'est pas sur le poste de l'utilisateur qui a servi de point d'entrée que tout va se passer. On se déplace au cœur du système. Et là, il y a 2 choses. Soit l'attaquant, il va, entre guillemets, se contenter de chiffrer tout l'environnement, le maximum d'ordinateurs et ensuite demander une rançon pour délivrer une clé de déchiffrement. Soit il va prendre la donnée qu'il trouve, la mettre de côté, chiffrer toutes les machines et en fait ensuite demander une rançon à double titre. C'est je veux une rançon, sinon je divulgue votre information et sinon je ne vous donne pas non plus la clé de déchiffrement. Donc ce qu'on a vu en 2020, c'est beaucoup plus de scénarios à double détente, à la fois du vol de données qui précède le chiffrement des ordinateurs. Bon,
Le client, à ce moment-là, c'est l'entreprise elle-même qui devient le client du pirate et il s'offre la possibilité de trouver des clients à l'extérieur qui pourraient être intéressés par ces informations. Donc, il s'offre la possibilité de vendre 2 fois la même matière. Ou de la divulguer publiquement, ce qui serait un très gros traumatisme pour l'entreprise si ces données étaient publiées. Christophe, Avec une une réaction. professionnalisation, a priori, c'est qu'il loue même des centres d'appel, maintenant, l'évolution, où les pirates vont appeler les victimes en leur mettant une pression supplémentaire, pas uniquement informatique, mais également orale, en leur demandant de payer. Alors, je suis chef d'entreprise, j'arrive un matin, toute l'entreprise est bloquée. Qu'est-ce que je dois faire? On va peut-être tout de suite répondre. Alors, il y a une... Et son assureur. Appeler son assureur. Alors, on Alors, reviendra non, en détail. Il va falloir s'assurer, ça, on va en parler en détail. Mais avant l'assureur... Il y a une méthodologie. Là, ce que vous décrivez, c'est la situation ultime. Ce qu'il faut souhaiter, ce que nous vivons, alors plutôt dans des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le parc qu'évoquait Mylène, il est plus important avec le temps de contamination. C'est pour ça que l'entreprise se doit d'investir sur 2 choses au préalable, qui est la question du cloisonnement, pour éviter justement cette contamination tous azimuts. L'analogie qu'on peut prendre souvent, c'est là, voilà, c'est les cales du bateau. Si vous mettez des caissons étanches à l'intérieur, vous tapez un iceberg, vous allez avoir un caisson d'inondé, la flottabilité est dégradée, mais globalement, le bateau peut arriver au port. Si vous n'avez pas ces cloisons étanches, donc la coque est inondée. Pour le faire, je demande à un expert technique, mon informaticien Oui, c'est peut le faire. l'informaticien, c'est-à-dire de scinder des serveurs, c'est-à-dire que quelqu'un, si je vais faire l'analogie de la maison, si vous rentrez dans une maison, il faudrait que vous ne puissiez pas circuler du grenier jusqu'à la cave une fois que vous avez franchi la porte. Il faudrait que vous soyez cantonné à la pièce dans laquelle vous êtes rentré, dans laquelle il y a eu une faiblesse. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand même d'investir dans une capacité de détection. Pourquoi? Parce que, si on fait là encore l'analogie avec un feu de forêt, si vous êtes présent au départ de feu, il faut 2 seaux d'eau pour éteindre le feu. Si vous arrivez quelques heures après, il faut des canadaires, il faut toute une assistance. Donc, c'est quand même pour se prémunir de ce type d'attaques qui sont très bon marché, très accessibles techniquement et accessibles financièrement aux attaquants, pour se mettre à l'abri. C'est aussi une disposition de riposte de la part des entreprises, c'est éviter qu'une infection vienne polluer l'ensemble de l'organisation et ne se propage pas de manière pandémique en l'espèce. Philippe, tu proposes... Nicolas qui faisait référence au succès du Titanic, il y a quand même un phénomène important qu'il faut tous avoir en tête et qu'il faut vraiment analyser sereinement, parce que ce que dit Christophe et ce que dit Mylène ou Nicolas sur le nombre d'attaques, l'accroissement des impacts, aujourd'hui, ça vient de quoi? On a eu cette crise Covid, tout le monde l'a vu, mais ça veut dire que pour les entreprises, elles n'ont pas eu d'autre choix de se lancer dans une transformation digitale à marche forcée pour essayer de maintenir coûte que coûte un semblant d'activité, avec des résultats qui ont été spectaculaires. Soyons positifs aussi. 25% de la population active en télétravail, d'après le ministère du Travail, ce qui est juste énorme. Le e-commerce a fait plus de 50%. Mais les habitudes de travail, les usages de consommation, ils sont clairement changés pour de bon. Il n'y aura pas de retour en arrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, aujourd'hui, sont beaucoup plus dépendantes du digital qu'elles ne l'étaient avant. Avec quelles conséquences? Ça veut dire qu'en cas de risque cyber, l'impact financier qu'elles vont subir sera plus fort, plus rapide. Et dans un environnement où, effectivement, la menace s'est professionnalisée, automatisée, avec des services, ce qui fait qu'on a aujourd'hui plus d'enjeux et plus de menaces. Et c'est vraiment ça qu'on doit avoir en tête aujourd'hui, parce que c'est une situation qui est sans retour. Alors, question cash, est-ce qu'on peut aujourd'hui, ce risque étant identifié, est-ce qu'on peut aujourd'hui l'assurer? Et je me tourne vers la FFA. Alors, est-ce que... Oui, juste un point sur la menace aussi. C'est vrai qu'on voit ce discours sur l'augmentation du nombre d'attaques, etc. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, au niveau d'Airbus, le centre de détection d'Airbus n'a pas vécu plus d'attaques durant la phase Covid. Le CERT n'a pas mesuré plus d'attaques. Le centre de réponse à incident. Voilà. Pendant cette phase-là qu'auparavant. Situation stable. Pourtant, on voit tous les jours des entités qui sont victimes de ces attaques. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un vrai fossé entre les entreprises qui étaient prêtes, qui étaient matures du point de vue cyber avant la crise, et qui, de fait, vont passer ce cap de cette transformation digitale qui affecte tout le monde. Et celles qui n'étaient pas prêtes,
qui ont dû prendre malgré tout des solutions Digital du jour au de lendemain. crise, et qui aujourd'hui sont quand même avec un chemin à parcourir beaucoup plus long parce que les usages ont changé et parce que leur surface d'attaque a clairement augmenté et qu'ils n'y étaient pas prêts au départ. Et donc je pense qu'avant même de parler d'assurance, c'est vraiment ce fossé-là qu'il faut avoir en tête parce que c'est de ce fossé qu'on génère effectivement tous ces impacts que l'on mesure aujourd'hui. À la fois beaucoup plus de risques pour ces entreprises telles que je le comprends, mais en même temps, on va retrouver le terrain de l'assurance parce que ce sont aussi des entreprises qui n'avaient, à mon avis, absolument pas pensé, pas identifié ce risque et ce n'était pas forcément assuré. Alors, je vous redonne la parole sur une question plus large. Oui, mais effectivement, Philippe l'a bien évoqué, il y a eu un changement de paradigme durant cette année 2020 sur la prise de conscience du risque cyber. Prise de conscience chez les assurés, chez les intermédiaires, mais aussi chez les assureurs, bien évidemment. Et oui, on peut assurer ce risque-là. Oui, toutes les compagnies d'assurance qui évoluent sur le marché des risques d'entreprise ont une offre pour couvrir ce type de risque. Ce qui a pu changer, c'est on est revenu à des fondamentaux. Cette année 2020, ça avait commencé d'ailleurs un peu avant par la CPR qui, fin 2019, avait un peu pointé du doigt le manque de maîtrise. La CPR, c'est votre autorité. Pardon, notre autorité de contrôle, effectivement, qui avait pointé du doigt, suite à un certain nombre de contrôles en novembre 2019, le fait que les assureurs sur les garanties implicites ne maîtrisaient pas forcément leur cumul d'engagement. Donc, il y a eu tout un phénomène qui a fait qu'il y a eu cette prise de conscience. Et désormais, les assureurs, en 2020, sont revenus à des fondamentaux d'analyse des risques. C'est quelle est la menace, le mode opératoire, les enjeux, les conséquences dommageables sur nos entreprises, les mesures de prévention-protection à mettre en place. Est-ce que je garde un risque résiduel? Est-ce que je le transfère? Toute cette analyse-là n'était pas forcément faite par le passé. On me remontait il y a 2-3 ans que des grands, pas Airbus bien sûr, mais des grandes entreprises réunissaient pendant 2-3 heures un certain nombre d'assureurs, des courtiers, leur exposaient leur système d'information et à la sortie, ben voilà, combien de capacités, pour combien vous prenez. Ça, c'est un monde qui est révolu. Le risque cyber s'analyse comme tous les autres. Et c'est ça qui a fondamentalement changé en cette année 2020. Et effectivement, dans un monde, en plus, où l'ensemble du marché des risques d'entreprise a évolué, on y reviendra peut-être, effectivement, cette conscience du risque est vraiment exacerbée sur le cyber. Alors, un chiffre qui va faire plaisir à Christophe. C'est pas souvent. 99%. 99% des sinistres cyber assurés ont été indemnisés, d'après l'association des assureurs britanniques. Ça veut dire que l'assurance cyber, ça fonctionne, malgré le scepticisme de certains RSSI. Et je le sais. Donc, c'est un outil qui fonctionne, qui peut effectivement permettre aux entreprises d'avoir accès à des experts techniques durant la gestion de crise, d'être indemnisées. Mais le phénomène, et c'est là, par contre, que l'on voit depuis le dernier renouvellement de décembre, c'est que beaucoup de risk managers nous ont monté l'information qu'ils avaient énormément de mal à négocier leur couverture d'assurance cyber, leur renouvellement. Et en fait, on a un phénomène de ciseaux qui est assez préoccupant. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, les entreprises sont plus dépendantes du digital qu'avant et c'est un chemin sans retour. Ça veut dire qu'elles ont plus d'exposition, elles ont plus besoin d'assurance. Et au moment où elles ont plus besoin d'assurance, les assureurs cyber ont, pour beaucoup, réduit significativement leur offre, laissant complètement un phénomène de ciseaux et laissant les entreprises seules à gérer ce risque. Et ce risque-là, il est là pour rester. Et donc ça, c'est véritablement préoccupant. On avait conscience de ça depuis des années. En 2018, on a sorti un guide au niveau européen qui s'appelait Preparing for Cyber Insurance, où on avait travaillé avec Insurance Europe, avec Ferma, avec Bipar, avec des courtiers, E.ON et Marsh, pour essayer d'améliorer le dialogue assuré-assureur sur le risque cyber, au niveau des informations sur la qualité du risque, mais aussi sur les couvertures. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une couverture absolument stratégique, parce que c'est le risque de l'entreprise aujourd'hui, et c'est le risque de l'entreprise de demain du fait de ces changements sociétaux. Mylène, on a entendu entre les lignes que certains responsables des risques informatiques étaient dubitatifs sur cette assurance. Alors quel est votre avis?
Alors, on a fait quelques sondages. Alors, c'est pas aussi tranché quand même. Certains ont quand même expérimenté de façon positive la situation. Évidemment, ce qui peut inquiéter les responsables cyber, c'est l'augmentation du coût de l'assurance, effectivement. Mais puis, ce qui inquiète les responsables du risque cyber, donc il y a l'assurance, mais eux, ils doivent opérationnellement apporter des réponses. Voilà. C'est bien. Ça ne remplacera pas. Voilà. Il y a un moment donné, il faut apporter des réponses. Et je pense que la préoccupation aujourd'hui des responsables cyber est vraiment de se dire on a parlé de prévention tout à l'heure, on a parlé de détection. C'est extrêmement important finalement d'être capable, d'une part, de détecter et de répondre, et puis de se reconstruire. Et on a, voilà, celui qui défend, le défenseur, il a 1000 portes à fermer, et l'attaquant, il suffit qu'il trouve une porte ouverte. On a parlé du phishing, il y a d'autres portes. Il y a une question sur les attaques, là, justement. Oui. Ils viennent de l'enlever, mais croyez-moi. Est-ce que le fait d'être assuré n'a pas... est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre les attaques, notamment par ransomware, et, si vous pouvez me remettre la question, les attaques par ransomware et l'assurance? Est-ce que le fait d'être assuré, voilà, est-ce qu'il y a une corrélation entre assurance et attaque? Alors, ça voudrait dire qu'il y a un vrai succès de l'assurance cyber, parce que moi je pense que la progression, elle est quand même beaucoup du côté des attaquants, liée à l'accroissement de l'exposition au risque. Et je ne pense pas qu'on puisse dire non mais de toute façon je l'attaque, c'est pas grave parce qu'il paiera, parce qu'il y a une assurance derrière. Très sincèrement, les dégâts causés par les cyberattaques, la tétanie que ça suscite dans les entreprises ne peut pas être compensée en disant non mais de toute façon c'est pas grave, comme quelqu'un qui conduirait à tombeau ouvert sans ceinture en disant mais c'est pas grave de toute façon. Non. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ce sera l'occasion d'une discussion avec son assureur, que ce sera pas remboursé, l'évaluation sera complexe, qu'on sera dans une période de négociation. Enfin, on peut pas considérer que ça ouvre le chemin. Par contre, c'est vrai que nous on travaille avec des assureurs quand la question se pose de l'assureur de dire voilà, c'est pas une fatalité, mais il y a un risque numérique. Pourquoi? Parce que le numérique est imparfait. Il y a des failles dans les logiciels, il y a des failles dans les équipements. Ensuite, vous avez la négligence de collaborateurs de l'entreprise qui, à un moment, ont téléchargé un logiciel, ont ouvert ce qu'on appelle un port, c'est-à-dire un peu comme une porte qu'ils auraient laissée ouverte dans l'informatique de l'entreprise, et voire éventuellement, il faut le reconnaître, des complicités, parce que voilà, pour des tensions humaines comme il peut y en avoir. Et donc l'idée, c'est de dire, je ne vais pas pouvoir empêcher une attaque. Par contre, il faut que j'aie identifié ce qu'on peut appeler le CERT, le Computer Emergency Response Team, c'est-à-dire l'équipe de réponse à incident qui va contribuer et à la détection et à l'action. Donc je fais mon analogie de l'incendie, c'est à la fois détecter le feu de forêt et dépêcher une équipe de sapeurs-pompiers, sachant que la crise cyber, elle va pouvoir durer dans le temps. Garder à l'esprit, l'attaquant a la maîtrise de la cible, du mode opératoire et du tempo. De temps en temps, il va s'arrêter. Vous ne savez pas si il vous épargne ou si au contraire, il est juste parti se reposer ou en vacances. Donc on a aussi une incertitude quand la crise va s'arrêter. On pourra dire ça y est, maintenant on est uniquement dans la phase de reconstruction. Donc ce que vont demander aussi les assureurs, c'est est-ce que vous connaissez une brigade de sapeurs-pompiers qui est compétente, qui est disponible et qui a l'expertise pour votre environnement, vous, entreprise industrielle, vous, entreprise de logiciels, vous, entreprise de services, etc. Et donc, c'est vrai que la question de l'accompagnement, et c'est ce qui va valoriser encore plus le métier des assureurs demain, c'est le fait de dire, je ne plaque pas un dispositif sur une entreprise, mais j'essaye de comprendre quel est le métier de la société, qu'est-ce qui est sauvegardable, qu'est-ce qui est récupérable et qu'est-ce qui devra être uniquement protégé par l'assurance, parce que ce sera de la perte qui ne pourra pas être remplacée par des moyens techniques ou des moyens alternatifs. Peut-être en un mot, si le risque est bon, il est assurable. Donc le fait qu'il y ait une assurance cyber, c'est plutôt le signe que le risque est plutôt de bonne qualité plutôt que de mauvaise. Il y a même un phénomène intéressant sur un nombre de groupes où des assureurs d'INO, les assureurs de RCMS, refusent de donner une couverture. Donc RCMS, c'est la couverture des dirigeants, qui refusent de donner cette couverture-là si l'entreprise n'a pas souscrit une assurance cyber, qui démontre la volonté des dirigeants de prendre en compte les besoins de l'entreprise et ses intérêts. Un vrai souci de gouvernance. Un vrai souci de gouvernance. Donc non, je ne pense pas que l'assurance cyber soit le moteur pour un accroissement des menaces en ransomware. Au contraire.
quand même 2 points pour compléter sur la partie ransomware. Effectivement, là, vous avez la représentation de 2 grandes entreprises qui sont matures en termes de risque cyber. Par contre, il y a quand même toute la population des TPE, PME. Et cette population-là, effectivement, si la question de l'assurabilité des rançons se pose vis-à-vis d'elle, c'est parce qu'on craint cet effet, effectivement, d'entraînement. On sait que l'assureur est là pour payer, eh bien, on va les rançonner. Donc, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'aspect légal de la chose. Est-ce que nous, assureurs, nous avons le droit, oui ou non, d'indemniser le paiement d'une rançon? Et là, on est en zone grise. Ça peut aller jusqu'à des problématiques de financement du terrorisme. Et on se doit de lever cette zone grise et notamment des échanges que nous avons en ce moment avec des juristes sur ce sujet-là, la Direction générale du Trésor. Si je peux me permettre, nous allons recevoir tout à l'heure Guillaume Poupard, je vais bien lui reposer la question, mais la doctrine de l'ANSSI, dont il est directeur général, est très claire sur le fait qu'on n'est pas censé... Il ne recommande pas le paiement, bien sûr. Évidemment qu'il est. Il n'est pas illégal de payer une rançon. Par contre, évidemment, payer une rançon, c'est financer la cybercriminalité. C'est donc augmenter la cybercriminalité. Donc, quand on paye une rançon, on augmente le phénomène. On n'est pas sûr de retrouver ces données parce que ce n'est pas comme un humain qu'on a pris en otage. Les données, c'est des copies. Donc, elles restent chez l'attaquant, évidemment. On n'est pas sûr d'avoir la clé de déchiffrement. Donc, on perd beaucoup à payer une rançon en réalité. Sachant que le pirate, quelquefois, dans la plupart des cas, demande des montants qui ne sont pas insurmontables. Parce qu'évidemment, s'il demandait à une TPE 50 millions d'euros en crypto-monnaie, il y aurait un côté matériel qui ferait dire de toute façon, je ne peux pas payer. Et c'est vrai que l'économie criminelle va faire en sorte de donner des montants qui peuvent être conséquents, l'équivalent de quelques centaines ou milliers d'euros, qui sont une somme évidemment, mais qui sont atteignables. Et donc, c'est vrai qu'on est plutôt dans le modèle économique de gagner peu, ou en tout cas des sommes limitées, mais souvent, de la part du pirate, qui est vraiment dans une automatisation. Et même, il y a même une phase, pour avoir traité il n'y a pas longtemps, le cas d'une belle ETI française, qui a mené une négociation avec son attaquant, qui lui demandait l'équivalent de 400 000 euros en crypto-monnaie. Il a négocié à 20 000. Et effectivement, il a conduit une négociation avec son interlocuteur pour faire baisser le prix. Est-ce qu'on a des études qui disent qui donnent les résultats si on paye, on a un est-ce que c'est une opération rentable? Pas à ma connaissance. Même chose. La seule chose, c'est qu'a priori, il ne faudrait pas payer et pas assurer. Alors, certains prétendent que quand on paye, en plus, on ne récupère pas. Je pensais que vous alliez me dire ça, mais en fait, c'est peut-être pas sûr. Tout à fait, c'est le deuxième risque. Mais avant d'aller à ce second risque, c'est qu'effectivement, on n'a aucune certitude quand on paye que la clé de déchiffrement qui nous a été remise par l'attaquant décrypte réellement. Je pensais même que statistiquement, on savait que beaucoup s'étaient fait avoir. Donc, c'est compliqué parce que la statistique voudrait dire qu'on ait un panel statistiquement normé, redressé éventuellement. Donc, par contre, ce qui est certain, c'est que le modèle historique du rançongiciel était sur un modèle fluide. Je vous envoie un message automatisé infecté, vous cliquez dessus, ça génère l'émission de chiffrement, ensuite le message de rançon, vous payez par crypto-monnaie qui est également numérisée, au moment du versement, je vous envoie la clé de déchiffrement. Donc vous avez un pirate qui quasiment a un business automatisé. Donc pour que ce business soit durable et paisible, entre évidemment énormes guillemets, c'est qu'il faut qu'on soit tous honnêtes, le pirate et sa victime soient honnêtes les uns avec les autres. À partir du moment, et c'est là où on l'a vu dans des actions politisé, où le pirate a en fait détruit les données qui étaient chiffrées, entretenait l'illusion d'une négociation, alors que effectivement, alors si on fait hélas la transposition avec la négociation avec l'otage, c'est comme si on avait abattu l'otage, mais qu'on continuait la négociation avec la famille. On l'a vu il y a 2 ans dans le cadre d'opérations qu'on imagine d'origine étatique, où effectivement là la question elle n'est plus crapuleuse de récupérer de l'argent, mais elle était vraiment de déstabiliser des modèles économiques, de déstabiliser des économies nationales. Mylène, vous vouliez réagir aussi? Oui, je voulais dire effectivement que par rapport à ces demandes de rançon, finalement, pour ne pas les craindre et pour réagir de façon un peu plus sereine par rapport à ces demandes-là, si on imagine ce qu'on paierait pour une rançon, investissons cet argent pour mettre les données au chaud. Comme ça, on sera un peu moins stressé si jamais ça arrive, parce que quelque part... Après tout, c'est le levier qu'a l'attaquant, enlevons ce levier. Ne craignons pas d'avoir à repartir de données ou de systèmes et reconstruire. Il ne faut pas craindre la reconstruction et à partir de ce moment-là, on est plus serein. Philippe? Si je peux me permettre, ce n'est pas le débat. Ça veut dire que le sujet n'est pas la rançon. Le sujet, c'est l'arrêt de l'activité de l'entreprise.
Ce qu'on a vu en France et en Europe, c'est que le vrai impact cyber, c'est la perte d'exploitation. Et c'est aujourd'hui, Christophe le sait, c'est le cœur des soucis des entreprises. Comment faire en sorte d'être indemnisé par rapport à la perte d'exploitation subie en conséquence de cette attaque cyber? Ce n'est pas le fait de la rançon elle-même. Parce que c'est là où on parle d'enjeux énormes en termes d'emploi, en termes d'activité, en termes de conduite, de retour à l'activité. Et c'est là où l'assurance est clairement un des outils indispensables dans le dispositif de risk management global. Et moi, enfin, pour revenir au dernier renouvellement, parce que encore une fois, on est dans une situation où ce risque, c'est le risque numéro 1 des entreprises aujourd'hui, du fait du Covid, et c'est ce risque-là qui doit être assuré. Or, le renouvellement a été extrêmement compliqué et les assureurs aujourd'hui sont plutôt en reflux significatif sur les couvertures cyber. Ce qui veut dire que les entreprises, elles ont ce risque-là, elles vont garder ce risque-là parce qu'elles ne vont pas revenir au papier crayon, mais elles sont laissées seules face à ce risque. Est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser tomber l'assurance de son risque cyber pour avoir une assurance perte d'exploitation qui marcherait aussi bien? Non, en fait, c'est l'assurance cyber qui doit couvrir la perte d'exploitation. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, les réactions qu'on a eues du marché et le dialogue assuré-assureur qu'il y a eu durant les derniers renouvellements ont parfois été extrêmement tendus, avec des réactions qui parfois n'étaient pas forcément bien comprises ou manquaient un peu de rationnel. On a vu des réactions de réduction significative de capacité, d'augmentation significative des prix, qui étaient effectivement alimentées par ce qu'on voyait dans la presse, mais pas par rapport à des références objectives, connues et admises de tous. Il est frappant de constater qu'on n'a pas aujourd'hui de référence marché du point de vue des entreprises sur combien d'entreprises françaises sont assurées, quel est le niveau de prime payé par les entreprises françaises, qui ne s'assurent pas forcément toujours avec des assureurs français. Combien de sinistres ont été indemnisés aux entreprises françaises du fait de l'impact cyber. Et comme le disait Christophe, le S sur P sur le marché français pour le cyber, aujourd'hui, n'est pas connu et n'est pas une référence connue. C'est la raison pour laquelle on a décidé au niveau de l'AMRAE de lancer le projet Lucie, Lumière sur la cyberassurance. Oui, on est créatif aussi. Qui a pour but de pouvoir développer cette référence-là en interrogeant l'ensemble des courtiers du marché français de façon à avoir un retour anonymisé, globalisé de leur portefeuille, mais qui nous permettent ensemble d'avoir une image objective d'une référence de la situation qui va aider ce dialogue assuré-assureur parce qu'on ne peut pas laisser les choses en l'état, on ne peut pas laisser les entreprises seules face à ce risque. Qui est couvert, combien ça va coûter et quelles primes sont payées? C'est ça ce que tu attends? Alors c'est vrai qu'on a quand même une partie de la réponse. En France, c'est 105 millions d'euros d'encaissement pour le marché cyber. Mais effectivement, c'est très bas, non? Pardon? C'est très faible. C'est très bas, oui, tout à fait, mais c'est un marché qui monte. Mais effectivement, c'est qu'une partie, on capte qu'une partie. Et là, je salue l'initiative de l'AMRAE avec les courtiers pour retrouver des données. Nous, on travaille également. On incite bien évidemment nos adhérents à nous fournir le maximum de données. C'est un marché qui est jeune. Et donc, effectivement, il y a une crise de croissance. Je reprendrai l'image. Pour répondre, c'est en termes d'organisation, vous savez, c'est la théorie, la vallée du désespoir. Pour partir, on part d'un point A à 100 pour arriver à un point C à 150. On est obligé de passer par un point B qui est à 70. On va dire que le point B, ça a été le renouvellement de 2021. Et pourquoi? Parce qu'il faut le remettre aussi dans un contexte plus général. C'est les difficultés qu'il y a eu en ce début d'année, ils sont liés, je dirais, pour deux raisons. D'abord, le risque cyber en lui-même. J'ai expliqué tout à l'heure qu'effectivement, il y a eu quand même un petit coup de semonce de la CPR. Donc en 2020, il y a eu de gros travaux qui ont été réalisés par les assureurs. Et ces gros travaux, peut-être que aussi les intermédiaires, certains clients, n'avaient pas non plus une réflexion aussi mûre que ça sur leur risque, sur leur analyse du risque qu'ils devaient faire, sur cette professionnalisation, d'arrêter ces roadshows, d'arrêter ce non-questionnement sur le risque. Après, et le deuxième point... Après, ça se situe quand même dans le marché très compliqué qu'on vient de décrire à voilà, la table ronde. C'est le deuxième élément, c'est le durcissement du marché. Clairement, malheureusement, le cyber n'est qu'un petit élément d'un contexte beaucoup plus général. Et en plus, cerise sur le gâteau, la pandémie.
Parce que le durcissement du marché, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on le voit arriver. Là, on a quand même eu un choc frontal qui est la pandémie. Et beaucoup ont parlé de la perte d'exploitation sans dommage. Clairement, certains ont fait le parallèle entre une perte d'exploitation suite à un risque cyber et la perte d'exploitation suite au SARS-CoV-2. Donc, quelles étaient les réponses? Donc, il y a eu, et en plus, ça s'est fait aussi dans l'urgence, parce que nous aussi, il faut aussi le savoir, nous avons la pression de nos réassureurs. On a la pression de la CPR, mais aussi de nos réassureurs. Et donc, ce travail était très compliqué. Je vous arrête parce qu'on a entendu le score il y a quelques instants. Pour revenir sur le cyber, il y a une question pour vous, je pense. Quelle doit être pour vous la limite de la police cyber et son articulation avec la RC? Toutes les attaques, quelle que soit leur origine, sont-elles couvertes? État, pirates, isolés? Alors, je compléterai, c'est pas que la RC, c'est aussi le dommage au bien. C'est effectivement ce travail sur les garanties implicites, sur les silent cover. Je pense que, pour partie, toutes les grandes entreprises, en 2020, ont fait le job. Maintenant, c'est comment on couvre. Quelle couverture? La RC, quel fait générateur? Quel dommage? La problématique des professions réglementées, la problématique des SS2I, entre la RC générale et la RC après. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un travail, je dirais, d'orfèvrerie qui est en train d'être réalisé pour répondre à la question de Philippe, que les assureurs ne laissent pas de côté leurs assurés sur le sujet. Donc il faut qu'on analyse très finement l'effet générateur, quelle garantie, quel montant, tant en responsabilité civile qu'en dommage au bien, et qu'une fois qu'on a cette vision, le marché pourra avoir une réponse beaucoup plus pertinente au prochain renouvellement. Sachant que dans la nomenclature là, qui est présentée dans la question, il va être très difficile de qualifier l'origine de l'attaque. C'est-à-dire qu'on a le cas d'un contentieux qui a agité la profession avec Zurich Assurance concernant un grand groupe de l'agroalimentaire qui voulait s'exonérer de sa responsabilité au titre que l'attaque dont a été victime l'entreprise avait été qualifiée, mais dans les médias, dans le microcosme, comme étant une attaque d'origine étatique. Le problème, c'est que l'attribution est quasiment impossible à assumer. Le dossier était compliqué. La classification en disant ah non, je m'exonère parce que ce serait une origine étatique, il faudrait apporter de manière consensuelle la preuve que c'est bien tel État, et donc dans le cas de la géopolitique et pas uniquement de la criminalité ou de la malveillance, j'allais dire, du quotidien ou de proximité, qui est concerné. D'autant plus, et c'est ce qui vient compliquer le dispositif, c'est qu'on a vu des États, notamment des États sous embargo, qui ont été intéressés pour utiliser la cybercriminalité pour récupérer des devises, et donc en fait ils avaient tous les comportements d'une organisation criminelle, mais il s'avère que manifestement les bénéficiaires de ces opérations étaient quand même un État. Donc est-ce qu'on aurait qualifié ça d'attaque étatique ou d'attaque crapuleuse? Ça va être très fragile d'avoir cet élément de distinction pour éventuellement orienter ou façonner une police d'assurance. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les moyens concrets de réduction des risques. On en a évoqué certains tout à l'heure, mais alors si vous deviez conseiller un dirigeant d'entreprise sur les premières étapes, quels sont vos outils, vos clés Pour les grands groupes, je pense qu'aujourd'hui, elles sont toutes clairement en disposition et en gestion. Mais pour les entreprises moyennes et pour celles qui, justement, sont de l'autre côté du fossé, dont je parlais tout à l'heure, souvent, le risk manager, c'est le dirigeant. Et les dirigeants sont des gens souvent de bon sens. Et moi, ce que j'aurais envie, c'est leur donner 3 questions qui sont 3 questions de bon sens, de façon à démarrer, parce qu'on n'est pas dans une table ronde technique. Hein, mais... La première, c'est est-ce que vous avez identifié vos activités qui sont les plus sensibles, les données les plus critiques, vos partenaires, vos fournisseurs qui sont vos maillons faibles, qui, en cas de défaut, pourraient avoir un impact majeur sur votre entreprise. Ça, ce n'est pas du tout technique. C'est vraiment lié strictement à l'activité de l'entreprise. La deuxième question de bon sens, c'est qu'il y a une transformation numérique qui a eu lieu. Est-ce que vous êtes accompagné par les bons experts dans ce chemin? Est-ce que vous avez accès à cette expertise? Et avez-vous aujourd'hui une idée claire de quoi faire en cas de crise? Si les ordinateurs ne marchent plus, qu'est-ce que vous faites? Si la roue crève, vous savez quoi faire. Si les ordinateurs ne marchent plus, est-ce que vous savez quoi faire? La troisième question, c'est est-ce que vous avez pensé à l'assurance? Est-ce que vos risques peuvent être assurés? Avec ces 3 questions-là, de base,
On couvre, je pense, beaucoup des éléments qui vont permettre à ces entreprises, à ces dirigeants, de prendre les bonnes décisions. Je ne peux que conseiller la dernière proposition. C'est qu'effectivement, on se retournait vers son assureur, parce que tous les assureurs, on n'est pas des spécialistes non plus des problèmes cyber, c'est effectivement, on bâtit des partenariats avec des spécialistes, tant en amont pour faire un audit de prévention, qu'après sinistre, pour avoir les meilleurs outils de rémédiation. Donc clairement, il y a des offres de services aussi proposées par les assureurs. Et le dernier point, je rebondis aussi sur ce que disait Nicolas, c'est bien évidemment aller sur le site de cybermalveillance.gouv.fr qui a développé un label CyberExpert qui permet d'identifier les meilleurs prestataires sur à tout le proximité. territoire. L'idée, c'est qu'il soit à proximité de chez vous, donc il y a vraiment une nomenclature par le code postal. Par contre, il faut garder un appui, un allié supplémentaire qui est la réglementation. Si vous gérez dans votre entreprise, même si elle est petite, des données de santé, vous avez une réglementation liée au niveau de sécurité de ces données de santé. Si vous gérez des données personnelles, il y a une réglementation spécifique. Évidemment, si vous êtes dans le domaine de la finance, etc. Donc, on va avoir également un maillage juridique où on va vous demander des comptes, et on l'a même maintenant pour les entreprises de taille moyenne ou qui cherchent à être notées par des agences de notation qui vont leur demander de donner des gages quant à leur niveau d'investissement et ce qu'elles ont mis en place pour se protéger. Là, donc, Nicolas, vous répondez à une question qu'on a eue tout à l'heure qui était est-ce qu'il ne faudrait pas élargir en gros les exigences qui sont faites aux OIV, c'est-à-dire aux groupes d'intérêt d'importance vitale. D'importance vitale, merci. Donc les groupes les plus importants et qui sont déjà aujourd'hui très... 300 entreprises dans 12 domaines, les télécoms, l'énergie, la finance, etc. Qui ont déjà des règles très, très strictes en matière de risque cyber. Est-ce que ces règles pourraient être élargies? Demandez la question, je te la repose, Philippe. Mais est-ce que la réponse, en fait, elle n'est pas déjà du côté des agences de notation, par exemple? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, Christophe disait que les assureurs sont en train de se redisposer. On ne peut pas non plus tout attendre du régulateur parce que la contrainte, c'est que les entreprises, elles bougent vite. Quand je parle de transformation digitale, ils ont eu quelques semaines pour trouver une solution digitale pour continuer leur activité. Je pense que côté assureur, moi, mon souci, c'est qu'il va falloir un temps important pour que les assureurs reviennent avec des propositions concrètes de couverture et qu'on n'a pas forcément ce laps de temps-là disponible pour les entreprises qui courent un risque aujourd'hui. Côté régulateur, la difficulté est à peu près la même parce que les technologies changent, les besoins changent, les usages changent, les menaces changent. Comment faire en sorte que les régulateurs soient suffisamment agiles pour mettre en place un système où les recommandations soient toujours up-to-date avec les vrais besoins. Ce sont des mises à jour. Alors, soit c'est des formulations suffisamment générales, avec l'esprit de la loi par rapport à la lettre de la loi, c'est-à-dire faire en sorte qu'on dise, voilà, il faut que ces données, prenons l'exemple des données personnelles, on a identifié ce qu'étaient des données personnelles, toute donnée qui permet d'identifier quelqu'un ou de le rendre identifiable, et vous êtes responsable en cas de perte ou de vol de ces données, que vous soyez d'ailleurs, même si vous les avez confiées à un sous-traitant, puisqu'on a créé la notion de responsable de traitement. C'est bien l'entreprise commanditaire qui est finalement responsable, même si elle avait confié temporairement ces données à un prestataire. Donc il faut des rédactions bien faites, et ça c'est là où, au moment où la fédération professionnelle joue totalement son rôle auprès du législateur, auprès des instances techniques, en disant, voilà, ne faites pas un texte d'opportunité ou un texte d'actualité, mais faites un texte qui passe les étapes. Alors la fameuse directive Nice que vous mentionnez, donc qui a créé ces opérateurs d'importance vitale, ou ces opérateurs de services essentiels dans la littérature européenne, en fait, il y a des mises à jour, il y a des éditions, et on demande d'ailleurs aux acteurs du marché de contribuer à des appels à commentaires pour manière à être le moins éloigné possible de la réalité opérationnelle des acteurs économiques. Mais tu vois bien, Nicolas, par exemple, on parlait jusque-là de firewall et maintenant on parle de EDR. Bien sûr, non, mais la technologie évolue. Bien sûr, Mylène, on ne peut pas s'enfermer dans oui, une enfin, technologie. il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la vitesse de ce qui se passe sur le terrain et puis il y a la vitesse du texte. Et à un moment donné, je suis complètement en phase avec les remarques de bon sens, il faut aussi se dire que chaque fois qu'on fait un projet rapidement de transformation digitale, et puis il y en a eu effectivement, hein, il y a eu le e-commerce qui d'un seul coup a fait un petit bond, on le sait bien avec la pandémie, il ne faut pas aggraver sa dette cyber. C'est-à-dire qu'on fait un projet, on met de la sécurité dedans. On a un passé, on a des choses évidemment qui ne sont peut-être pas toutes conformes, mais au moins, quand on démarre un projet, on le pense avec cette idée-là en tête. Il est juste très important de ne pas
aggraver la situation, tout au moins de penser cyber en même temps que les attaquants ils pensent attaque en ce moment. Et ben nous, quand on fait des nouveaux projets, il faut penser cyber aussi dès le début. Ça, c'est très important. Alors, ça, c'est vrai, évidemment, mais on est dans une crise économique. Et aujourd'hui, tous les budgets sont sous tension. Et donc, c'est important de faire en sorte que la prise de conscience de la dépendance numérique de chaque entreprise qui est accrue significativement, qu'il faut pérenniser, sanctuariser un certain nombre de budgets pour la sécurité au moment même où tous les budgets sont sous tension. Donc c'est un vrai choix qui est un choix difficile pour les entreprises parce que des fois il faut choisir entre sécuriser ou développer son chiffre d'affaires dont on a besoin aussi. On n'a pas observé énormément de stress justement sur les budgets cyber parce que je pense que les entreprises ont conscience de ça. Que c'est extrêmement dangereux de toucher à ce budget cyber, en effet, aujourd'hui. Enfin, c'est clair. Et puis, l'autre élément, c'est que là, on connaît la menace 2020, on ne connaît pas la menace 2021. On a fini l'année 2020 avec un événement très important qui est l'affaire SolarWinds. En 2 mots, une société SolarWinds qui a un logiciel Orion qui est distribué, qui fait de la supervision de système, qui est distribué à un grand nombre d'entreprises, dont des très grands éditeurs, y compris des éditeurs de sécurité. Et ce logiciel a été infiltré par une backdoor il y a 1 an. Et depuis quelques mois, il essaime dans plein d'entreprises. Là, on est assez démunis, on est face à un risque à grande échelle. Ce n'est pas une entreprise qui est visée. Donc, qu'est-ce que va être 2020 ? En fait, ce qui est important, c'est de mesurer en fait, qu'on agit sur des temporalités très courtes dans la défense. Et donc, la temporalité très courte demande beaucoup d'agilité dans les méthodes. Et la piste étatique, dans le cas là, est quand même largement envisagée. Une question rapide. Comment est-ce qu'on regarde le risque cyber de ses fournisseurs ? Vous me l'ôtez de la bouche parce qu'effectivement, j'avais retourné la question la même à Airbus. Parce qu'une des questions aussi, et dans la directive NIS et RGPD, c'est que le donneur d'ordre a une responsabilité vis-à-vis de ses sous-traitants. Et effectivement, l'intégration verticale de la cybersécurité, je pense que c'est un point qui est clé, par exemple, chez les avionneurs, comme par exemple pour Airbus. Par exemple, Philippe. Mais il n'a pas fallu être grand clair pour savoir que pour un assembleur, on était forcément dépendant de ses sous-traitants. Risque cyber ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'attention de la supply chain, c'est un sujet qui est pris en compte depuis des années. Et en fait, rajouter la dimension cyber, pour en avoir vraiment discuté beaucoup avec les responsables, ça a été un élément supplémentaire à la palette de mesures de gestion de risque de l'ensemble de la supply chain. Risque politique, risque... que nous aborderons dans un quart d'heure. Donc je n'irai pas plus loin là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, évidemment, du fait de cette menace-là, les mesures sont prises à la fois en termes de standards imposés à ces sous-traitants, des mesures d'audit réguliers qui sont faites, des mesures aussi de prise de mesures de la qualité du niveau de cybersécurité de ces sous-traitants-là. Évidemment, ça fait partie des éléments indispensables pour tout sous-traitant qui veut travailler avec un prime de bon niveau. Et je pense que c'est une règle qui se déploie, et cet essaimage-là, c'est aussi un phénomène de résilience de l'économie dans le champ général. Et elle va se déployer géographiquement, parce que ça veut dire que des législations nationales vont, si les sous-traitants se trouvent à l'étranger, vont s'étendre à ces territoires. Je voudrais prendre la dernière question en guise de conclusion. C'est en fait, la question revient sur le titre de notre table ronde. Le prochain risque n'est-il pas une cyberattaque massive touchant un écosystème entier ? Concrètement, c'est la fameuse cyberpandémie que d'aucuns redoutent, prédisent, je ne sais pas ce qu'on doit dire, paralysant toute l'activité. Alors, est-ce que vous le redoutez à court terme ? Et en une phrase, que faut-il faire face à ça ? Mon avis, c'est que je ne pense pas à la cyberpandémie en tant que telle. Par contre, ce qui est réalité, c'est une cyberdépendance généralisée qui fait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont beaucoup plus dépendantes de ça. Et donc, je ne crois pas à un événement où toutes les entreprises vont s'arrêter en même temps, mais je crois beaucoup à ce que beaucoup d'entreprises sont maintenant beaucoup plus susceptibles de devoir faire face à une attaque cyber spécifique. Il a un complément ?
En fait, le complément, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué tout à l'heure. On a des risques qui peuvent être importants si un logiciel, un outil très populaire devait être infecté et toucher un grand nombre d'entreprises en même temps. Donc ça, oui, ça peut être une pandémie. Une pandémie, ça peut être un grand hébergeur, qui connaîtrait un événement majeur. Et je ne sais pas, est-ce que c'est comme pour les vaccins? Est-ce qu'il va falloir choisir ou lesquels de ses clients on sert en premier? Voilà. Oui, ça peut s'envisager parce que la dépendance est effectivement très, très forte. Les deux éléments pour la pandémie, éviter la propagation, et donc on revient à la logique de cloisonnement technique pour éviter justement une circulation à très grande vitesse. Et la deuxième chose, c'est la problématique de centralisation. Il y a quelques semaines, Google a connu une perturbation pendant quelques heures qui n'était pas liée à une cyberattaque, mais en tout cas un dysfonctionnement. Les gens se sont aperçus que le fait d'avoir centralisé leur système de messagerie, leurs données, la géolocalisation, la cartographie, etc., tout ça chez un même prestataire, effectivement, dès lors que ce prestataire, soit il est attaqué, soit il est défaillant, soit en tout cas les aléas de la vie, même numérique, effectivement se pose la question de l'indisponibilité de pans entiers, au-delà de la blague de la personne qui voit sa maison et la lumière du salon qui ne peut plus allumer. On est quand même dans une logique centralisée qui peut fragiliser les organisations. Donc là encore, penser diversité, redondance, pluralité d'acteurs pour éviter le risque de la centralisation. En une phrase. Je ne suis pas technicien, mais je ne pense pas qu'on soit, au niveau économique, face à un risque de pandémie cyber. On n'est pas du tout dans la même configuration qu'une pandémie sanitaire. Deuxièmement, pour les assureurs, le problème qui en découle, c'est est-ce que c'est un risque systémique ou non. J'estime également que ce n'en est pas un aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a pris des retours d'expérience, on a déployé des actions qui fait qu'effectivement, ça reste et ça demeurera un risque assurable. On termine sur un mot rassurant. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste un dernier mot, puisque nous avons Guillaume Poupart dans quelques minutes. Je rappelle le guide Amray Annecy sur la maîtrise du risque numérique, qui est un bon outil pour déployer un risque de management global dont on a besoin. Alors rendez-vous dans 10 minutes pour parler supply chain et dans 1 heure pour écouter Guillaume Poupart. Tout à fait. Merci à tous.